Bonjour, mon invité aujourd'hui est Slim Othmani, chef d'entreprise, diplômé en tant qu'ingénieur en informatique et détenteur d'un MBA d'une école de business. Bonjour. Bonjour Hichem, comment vas-tu? Je pense que vous avez aujourd'hui la possibilité de nous éclairer sur, originaire d'Algérie, sur ce pays qui interpelle. Ouais. Où va l'Algérie en réalité? Écoute, d'abord, comme tu as commencé à me vouvoyer, je ne vais pas te vouvoyer parce que je préfère utiliser le tu, Oui. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Ok. Pour parler d'Algérie, c'est extrêmement intéressant la question que tu poses parce que c'est une question qui revient incessamment à chacune de mes rencontres avec des gens qui veulent parler de la situation en Algérie, de l'économie, etc., en disant systématiquement, avec autant d'atouts, pourquoi l'Algérie n'avance pas comme elle devrait avancer. Je ne dis pas qu'elle n'avance pas, je dis qu'elle n'avance pas comme elle devrait avancer avec autant de potentialité. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller plus loin. C'est-à-dire est-ce que l'Algérie aujourd'hui, au-delà de l'image d'Épinal qu'on a, ou souvent de fausses perceptions, c'est un pays qui a des atouts, vous l'avez dit, mais c'est un pays en pleine transformation. Est-ce qu'on peut dire, concernant l'Algérie, c'est un pays en transition ou un pays en transformation? Écoute Hichem, tu me tends une perche extraordinaire parce que depuis plus de 20 ans, je m'évertue à essayer d'apporter une contribution à l'amélioration du climat des affaires en Algérie. Je m'étais toujours interdit de franchir ce qu'on appelle la ligne rouge politique, même si l'économie est toujours à la marge et très très proche du politique. Et ma contribution à travers un think tank qui s'appelle CARE, le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, que je présidais à l'époque, mais qui existe encore, on pense avoir contribué légèrement à l'évolution. Mais en fait, j'ai découvert quelque chose, j'avais trop la tête dans le guidon, et je me posais toujours la même question que tu m'as posée, mais pourquoi, etc. Et j'avais énormément de nervosité, parce que je me disais, on peut littéralement exploser, mais on n'avançait pas. Et en ayant la tête dans le guidon, et tu as employé le mot magique, à travers une lecture que j'avais il y a quelques années, il y a presque 20 ans, quand il y a eu la crise financière de 2008, il y a un économiste qui s'appelle Mohamed Al-Arian qui a écrit un livre qui s'appelle When Markets Collide. When Markets Collide, en fait, lui, il faisait une analogie avec les plaques tectoniques terrestres qui s'entrechoquent. Quand les plaques tectoniques s'entrechoquent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, etc. Bon. J'ai découvert, en fait, tu as employé le mot transition, j'ai découvert que l'Algérie vivait de multiples transitions. Et quand aujourd'hui on parle de transition pour l'Algérie, tout le monde pense qu'il n'y a que la transition économique. Or, j'ai personnellement identifié pratiquement un minimum de 13 transitions extrêmement importantes, dont la transition politique, la transition économique, la transition écologique, en fait énergétique, écologique, une transition démographique et sociale, une transition culturelle, une transition financière. Donc il y a toutes ces transitions. Alors, pour t'expliquer, c'est que si on regarde la situation en s'élevant et en regardant toutes ces transitions, c'est là qu'on comprend réellement la complexité à laquelle fait face le gouvernement algérien dans la synchronisation de ces transitions. Tout est arrivé en même temps pour le gouvernement algérien. Mais c'est le cas de beaucoup de pays aussi. Non. Non, si tu peux me citer un pays qui vit au moins 13 transitions, je serais très heureux de pouvoir regarder de plus près. Je n'en connais pas. Alors, il y a quelques jours... Concrètement, vous avez défini ces 13 transitions. Oui. C'est-à-dire que de quelle manière, pour qu'on voit concrètement et d'une manière incarnée de manière incarnée.
elles transparaissent dans les discours déjà. C'est ce qui est très important. On le voit très très bien. On peut contester les efforts qui sont entrepris, mais on ne peut pas contester la complexité, un. Deuxièmement, on ne peut pas contester le fait qu'il y a des messages qui sont envoyés, qui sont importants. Il suffit d'écouter les médias nationaux, même s'il n'y a plus beaucoup de médias indépendants libres de parole, en quelque sorte, ou d'exprimer. D'un point de vue économique, ça va. Mais les médias passent des messages et il y a des discours de la part des ministres, de la part du président, etc., qui permettent véritablement d'identifier des processus. Transition politique, il y a quelques jours, le président aborde la question de l'ajustement de la Constitution de 2020 parce qu'il y a une vie de transition politique. Depuis le Hirak, oui. L'Algérie est entrée dans une phase de transition politique qui est compliquée. Elle est compliquée. C'est compliqué. Et je n'ai pas suffisamment de recul ou de connaissance ou de maîtrise du sujet politique, tant au niveau historique qu'actuel, pour pouvoir exprimer. Mais on le voit quand il dit il veut consacrer les principes démocratiques, la liberté de presse, etc. C'est vrai que dans les faits, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a de la complexité dans ce processus, il y a des réticences, il y a de la résistance au changement, il y a des courants qui sont, on va dire, extrémistes dans tout ça. Donc, c'est une transition qui est complexe. Oui. Si vous regardez au niveau économique, la transition économique, elle est présente. On le voit très bien. Où et comment ? Elle est présente comment ? Elle est présente à travers beaucoup de diversification. Déjà, il y a beaucoup de gens qui lancent, il y a des initiatives de projets intéressants. Moi j'ai eu l'occasion, pendant la période du Covid, déjà d'interpeller à l'époque le Premier ministre pour lui dire arrêtez d'utiliser le mot diversification, allez dans les supérettes, les supermarchés, etc. et visitez les zones industrielles. Vous allez voir l'embryon, en quelque sorte, de dynamisme qu'il y a au niveau de l'industrie algérienne. L'État essaye d'encourager. Mais dans toutes ces transitions, ce qui se passe, il y a un élément quand même qui est déterminant à intégrer quand on regarde de haut cette situation de transition, avec toutes ces plaques qui sont en ébullition, en mouvement, en ébullition et qui s'entrechoquent, il y a cette peur de perdre d'abord le contrôle. Donc ça, c'est déjà un élément important, parce que le gouvernement algérien ou le pouvoir algérien s'est habitué à avoir le contrôle et la mainmise sur tout mécanisme, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social, culturel, technologique ou quel qu'il soit. Est-ce que c'est que la centralisation du pouvoir, comment opère-t-elle et quelle est la place qu'elle laisse à le génie social, cette espèce d'inventivité des peuples ou de la population? Oui, tout à fait. C'est intéressant. Je ne parlerai pas de centralisation parce qu'il n'y a pas un bloc monolithique qui gouverne en quelque sorte. Il y a des courants au sein même du pouvoir. Donc, mais on sent que le tempo est donné par une autorité politique. Oui, mais on va dire peut-être, je vais employer le mot, c'est peut-être la doctrine globale. La doctrine, c'est il y a le contrôle. Le contrôle fait partie de la doctrine. Et le contrôle, il freine. Par exemple, une des transitions importantes, c'est la transition technologique avec numérisation, digitalisation, un appel très fort de la part des pouvoirs publics. Tous les jours, il y a des annonces concernant les processus de numérisation, digitalisation, les start-up, etc. Oui, mais quel est le degré d'intériorisation de tout cela ? Mais le contrôle est omniprésent. Omniprésent, on le sent. On le sent aussi dans ce besoin de valoriser et de, disons, tirer la couverture à eux concernant les succès de telle et telle initiative. Station de traitement d'eau, ça c'est pour le processus, la transition environnementale qu'il y a en Algérie, justement régler les problèmes du stress hydrique. Il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, le secteur privé aurait pu s'inscrire dans cette dynamique de construction des stations de dessalement en Algérie, mais il a été
écarté. Il a été écarté parce que, n'oublions pas, qu'on sort d'une économie qui est fortement dirigée. Et donc, il y a toute cette masse d'entreprises publiques qui est là, qui représente, qu'on le veuille ou non, une masse de population qui vit de ces salaires. Ces entreprises qui ne sont pas performantes réellement, globalement, c'est-à-dire globalement, l'investissement global de l'État, le portefeuille de l'État, n'est pas rentable hors Sonatrach, hein, on en parle, hors hydrocarbures. Comment le pays est en train de sortir de son statut de pays rentier avec cette dépendance aux hydrocarbures? C'est très difficile de sortir de la rente. C'est une des transitions. Au début, on pensait, jusqu'à il y a quelques semaines, enfin, personnellement, il m'arrivait de penser qu'on était uniquement sous la contrainte de la rente des hydrocarbures. Or, je me rends compte en identifiant toutes ces transitions qui s'entrechoquent, que la rente des hydrocarbures est un élément qui a permis justement l'existence de toutes ces transitions et qui a induit le fait qu'on peut entamer plusieurs transitions en même temps. Or, on ne peut pas entamer plusieurs transitions en même temps. Le gouvernement doit s'imposer de prioriser. Et il y a des transitions qui vont être, on va dire, peut-être, on va accorder moins d'attention à telle ou telle transition. Ça peut paraître théorique comme ça, mais si j'avais un tableau, je vous aurais dessiné ces transitions, vous les aurez comprises immédiatement. Oui, mais on aimerait aller vraiment dans le détail. Surtout, on voit que c'est une population jeune. Il y a un ratio très important. Comment cette jeunesse est-elle inscrite dans une dynamique qui booste et bouscule le pouvoir? Je vais y revenir parce que je veux terminer mon point relatif à la transition énergétique. Sortir de la rente, ça veut dire aussi développer toutes les énergies renouvelables. L'Algérie a beaucoup tardé. Il y a 20 ans, on a produit un article qui s'appelle « Algérie hub énergétique de l'Europe et de l'Afrique », dans lequel on disait, on avait l'image d'une Algérie dans laquelle on plante une prise. Qui veut de l'énergie n'a qu'à se plugger à l'Algérie. On avait bien écrit l'article, bien présenté. Aucune attention n'avait été portée à cela. Aujourd'hui, il y a une volonté, mais là encore, c'est une transition bouillonnante. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des réticences. Ce n'est pas possible que l'Algérie, qui a annoncé ses projets solaires depuis maintenant plus de 15 ans, n'est toujours pas au niveau de ce qu'elle avait annoncé il y a 15 ans, parce qu'il n'y a pas de rythme. Et il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas de rythme, donc je voulais expliquer. Maintenant, pour revenir à la jeunesse, la question de la démographie, qui est extrêmement importante, 30% de la jeunesse à moins de 30 ans, elle représente un véritable défi, parce que l'État... D'ailleurs, il y a eu une déclaration très très importante, de mon point de vue, une petite phrase très importante de la part du président Tebboune il y a quelques jours, disant écoutez, nous, tant que le pouvoir d'achat et tant que les salaires ne permettront pas une vie décente aux citoyens, nous continuerons à subventionner sans limite quasiment la vie du citoyen algérien. Pour preuve, 1200 km d'autoroute où il était prévu dès la conception du projet qu'il y ait des péages. L'État a décidé de prendre en charge et de ne pas ouvrir de péage sur cette autoroute, et donc c'est un processus de subvention. Je reviens à la jeunesse. Oui, surtout. Tous ces jeunes-là, vont arriver sur le marché du travail, pour certains. D'autres ne vont pas avoir de travail parce qu'ils n'auront pas suivi un cursus scolaire convenable. N'oublions pas que et je n'ai pas parlé de cette transition du système de la formation, l'adéquation formation-emploi, qui est véritablement d'une complexité sans limite. Oui. Sans limite. Mais tout ça... ces jeunes... Oui, mais... c'est inquiétant. Mais tout ceci représente un problème. Et c'est là qu'on arrive et qu'on dit, écoutez, vous ne pouvez pas, vous, seul, en tant que gouvernement, à la vue de toutes ces transitions complexes, vous ne pouvez pas écarter la société civile du débat. Bon, le président dit...
Moi, je veux qu'il y ait de la société civile, que le mouvement associatif, etc. Mais sous contrôle. Mais on ne peut pas, on a besoin de laisser un peu de liberté, disons, à cette population pour qu'elle exprime, pour qu'elle soit dans une logique de débat contradictoire. Pas de débat d'insultes, pas de débat de bagarre, pas de débat démagogique, pas des doctrines arrêtées, etc. Et quand tu dis la complexité, on l'a appelé, il y a un démographe algérien qui l'a appelé la bombe démographique algérienne. On est face à une bombe démographique. Le système de subvention, dans un horizon court, va être insoutenable, même si nos revenus d'hydrocarbures vont continuer soit à croître, on va avoir une population de plus de 50 millions d'habitants à l'horizon 2032-31. Donc il faut se rendre bien compte que ça va être très très difficile. Les transformations, on le sait, sont d'abord endogènes. J'ai envie de savoir comment, d'abord, vous avez dit, il y a des lignes d'évolution qu'on voit dans plusieurs secteurs. Mais quel est le degré aussi d'influence sur l'Algérie du monde extérieur? L'Algérie n'est pas isolée, c'est un pays qui a 6 frontières et un pays de 2 millions 300 000, plus de 300 000 kilomètres carrés. C'est un pays central dans cette région. C'est un pays central, c'est un pays qui est en train de... Dans la politique, il y a aussi la diplomatie qui a changé, qui a modifié, pas de façon radicale, mais graduellement, qui est en train de modifier sa doctrine. On le voit très très bien. C'est un pays qui veut retrouver sa position dans le jeu des nations, mais c'est un pays qui redoute, comme ce n'est pas possible, l'ingérence extérieure dans ces processus. C'est un pays dogmatique, on voit c'est lié à... C'est un pays qui a une doxa et qui veut évoluer par rapport à elle. Oui, c'est vrai que le pouvoir est dogmatique, mais c'est parce qu'aussi la société civile n'arrive pas à participer au débat. La société civile algérienne a envie, et elle le dit haut et fort, protéger le pays et protéger les frontières de l'Algérie, d'un point de vue sécuritaire ou d'un point de vue économique, ça fait partie de l'ADN de l'Algérien. Mais encore faut-il qu'il y ait un bon débat, une bonne réflexion. On le sait très très bien, un pays, sa première ceinture de sécurité, c'est ses pays frontaliers. Or, on a des problèmes sur les frontières. On n'est pas à l'aise avec la frontière marocaine, déjà avec l'arrivée d'Israël dans le décor. On n'est pas à l'aise avec la frontière malienne. On n'est pas à l'aise avec la frontière nigérienne. On n'est pas à l'aise avec la frontière libyenne. La Tunisie, c'est vraiment réglé. C'est un pays avec lequel les choses vont bien, relativement bien, mais c'est un pays sous influence. Oui, on ne va pas dire sous influence. Ce qui se passe, c'est que c'est un pays, les deux pays n'ont pas su se parler. D'ailleurs, il y a eu le 9, il y a eu la commémoration des événements de Saïd Sidi Youssef, où l'Algérie et la Tunisie commémorent tous les ans. J'avais écrit un article à ce sujet. Je ne comprends pas qu'on passe son temps à commémorer l'amitié, la fraternité et le sang des deux pays qui a coulé et qu'il n'y ait pas une véritable dynamique économique. Mais consacrons l'ouverture de la frontière entre les deux pays. Laissons une interdépendance économique s'installer. Ça fait des années que vous plaidez et ça n'a pas bougé. Mais je vais continuer à le dire, mais c'est pas parce que ça n'a pas bougé. Mais on veut connaître les ressorts de ce blocage. Mais les ressorts de ce blocage, c'est une forme de peur, une forme de paranoïa, il me semble, parce qu'elle n'a aucune justification économique et elle ne peut avoir qu'une justification sécuritaire. Donc, à partir du moment où il y a une justification sécuritaire, l'Algérie n'est pas à l'aise. Ça, c'est quasi automatique. Donc voilà. Alors, la situation mondiale tend à donner envie à l'Algérie d'installer une bulle. Tout le monde n'est pas à l'aise. Le malaise, il est mondial. Non, mais il est mondial, mais il touche aussi... Il y a malaise et malaise. Oui, il y a malaise et malaise, mais le pays est vraiment... On le sent. Déjà, le conflit avec la France,
enfin le conflit, je les appelle les malentendus, les conflits. Moi j'avais dit déjà depuis le mois d'avril, reconnaître, réparer et respecter, mais reconnaître, réparer, pas, je ne dis pas donner de l'argent, l'Algérie n'a jamais demandé de l'argent, mais bon Dieu, il faut bien le reconnaître, il s'est passé quelque chose dans ce pays, il suffit simplement d'ouvrir des livres écrits par des Français pure souche qui n'ont rien à voir et qui sont étonnés, ébahis. Donc, et en plus, le pont entre la France et l'Algérie, il est évident. Mais au-delà du constat, on le sait, une interpénétration des sociétés. C'est-à-dire que, et quand on connaît l'histoire, moi l'Algérie, je l'ai suivi depuis des années, c'est que c'est un pays d'abord ouvert, contrairement à ce qu'on dit. Il y a une fraternité chez les Algériens, de tout ce qui est... Mais la question aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui n'arrive pas à transmettre cette image de convivialité et on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche. On va s'essayer à un petit peu de psychanalyse. Tu sais, c'est un pays qui a toujours eu une image virile, d'accord. Tu peux pas demander à quelqu'un qui a toujours affiché énormément de virilité et qui a prouvé sa virilité pendant la guerre de libération en accompagnant tous les mouvements indépendantistes dans le monde, tu vas pas lui dire écoute, baisse ta virilité, etc. et il faut que tu montres maintenant le bon côté. Parce que le bon côté existe. Les gens, quand les gens viennent, ils sont surpris de la qualité de l'accueil qu'il y a. Ok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes comme dans tous les pays du monde. Mais moi, ce que j'ai envie de passer comme message aujourd'hui, c'est que moi, j'ai passé plus de 20 ans à me poser la question telle que tu me la poses. Pourquoi des atouts, il y a ce qu'il faut, etc. Maintenant que j'ai une vue un peu plus, j'ai pris de la hauteur et j'ai regardé ces transitions. Oui. Je me dis aujourd'hui, moi j'ai plus envie de convaincre le gouvernement ou le pouvoir algérien de s'intéresser effectivement à ces transitions, à la synchronisation de ces transitions. C'est cette synchronisation qui va permettre la sortie de la rente, l'accès au marché mondial, l'exécution, la concrétisation de l'Algérie 2.0, etc. C'est la synchronisation, la priorisation de ces transitions et la synchronisation. En dehors de cela, si on désynchronise, on va se planter. Si on reste sur des slogans, on va se planter. Si on fait des petites réalisations et tout de suite on vient en courant avec on va couper le cordon et on se tapote le ventre, c'est pas ça qui va nous donner de... Oui, mais on fait la politique de sa géographie, c'est que l'Algérie, elle est dans cette Méditerranée, l'Euromed, il y a le voisin marocain, vous avez parlé de la Tunisie, mais et la France, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vue holistique, c'est-à-dire que comment aujourd'hui, mais on voit que tout est figé aujourd'hui. Tout n'est pas figé. Tout n'est pas figé. Parce que le statu quo est mortel pour l'Algérie. Non, je ne parle pas de l'Algérie. C'est-à-dire que concernant le remède, plein de... tu parles de la média. Oui, bon, ça, l'Algérie n'est pas responsable de ce qui se passe ailleurs de ses frontières. Non, la relation France-Algérie... Elle aurait bien envie, parce que ça voudrait dire vraiment qu'elle a un poids qu'elle ne soupçonnait pas. Mais même pour revenir réellement à l'Algérie, elle sait que le statu quo est mortel pour elle. Elle sait qu'elle doit revoir sa doctrine diplomatique, elle sait qu'elle doit revoir sa doctrine économique en urgence. Tu prends le cas de la transition culturelle, dans la transition démographique. Pour moi, je voyais ça, c'est une transition démographique et sociale. Pourquoi sociale? Parce que le rôle de la femme est de plus en plus prépondérant dans la société algérienne. Et ça induit un choc au niveau de la société algérienne qui a toujours eu un problème avec les femmes. C'est ça. Ils respectent les femmes, mais ils ont bien envie que la femme... Les femmes ont pris le pouvoir d'une certaine façon. Elles n'ont pas pris le pouvoir parce que... Non, elles ont le pouvoir économique. Tu regardes la conception, tu regardes le nombre de chefs d'entreprise femmes, il est ridicule, ridiculement bas. Au quotidien, dans le couple. Oui, mais c'est quand tu regardes les statistiques des sorties universitaires
et des diplômes, etc., tu vois très très bien que les femmes sont au sommet de la pyramide. Hein, et il faut le reconnaître. Donc elles vont avoir un rôle de plus en plus prépondérant disons, en confrontation un tout petit peu avec la culture et les traditions locales. Donc on est dans une transition qui est dure, il y a de la complexité. Pour revenir à la question culturelle que je voulais aborder, aujourd'hui l'Algérie a fait le choix aussi d'abandonner progressivement la langue française au profit... Et ça va bouleverser complètement la société. Oui, au profit de la langue anglaise, tout en affirmant son arabité à travers la langue arabe de façon intensive. Elle était déjà arabisée, elle n'a jamais été non arabisée, mais ce besoin d'exprimer l'identité vient vraiment en opposition avec ce qui s'est passé, certes avec la France, et l'arrivée de l'anglais. Mais réellement, ils vont sacrifier quand même, au cours de la prochaine et la génération un peu suivante, vont sacrifier en quelque sorte les compétences francophones qui n'auront pas ni le temps, ni l'aptitude, ni les capacités, parce qu'ils ont pris de l'âge, d'intégrer la langue anglaise. Mais la langue anglaise, elle arrive comme un tsunami. Elle va bousculer même la langue arabe à un moment donné. Donc on est dans une transition où on voit très très bien l'impact que va avoir la disparition, parce qu'il va y avoir une disparition totale de la langue française sur le territoire algérien au profit de la langue anglaise. Vous avez donc en se référant à vous 13 transitions, une belle idée pour schématiser ce qui se passe dans le pays, mais est-ce qu'en prenant parmi ces points, est-ce que les choses aujourd'hui, quand on regarde l'Algérie pour sortir de la théorie, de la conceptualisation, c'est que dans le concret, comment vous voyez les éléments qui vont agir, ils vont être des accélérateurs? Les accélérateurs, d'abord, j'ai oublié de parler d'une transition très importante, c'est la transition agricole et la transition, transition agricole mais vous répondez après oui, je répondrai, bien sûr. La transition agricole est un exemple frappant de ce processus de transition où il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de problèmes issus de la distribution intempestive de terres pendant le mandat Bouteflika. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un vaste programme de subventions inimaginable pour accompagner le développement agricole. Mais sur l'agricole, vous voyez, ça se passe bien, il y a beaucoup de produits, etc. Mais il n'y a pas eu de vision. S'il y avait eu une vision, on aurait commencé plus tôt par la logistique, c'est-à-dire installer et initier le projet de la logistique agricole, et ensuite pousser et subventionner massivement tel qu'on a subventionné. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas quoi faire de leur matière parce qu'il n'y a pas les circuits qui sont installés. Et puis, il n'y a pas eu l'habitude... Mais si vous voulez avoir une image de l'effort entrepris par l'Algérie en matière agricole, en matière de subvention et l'orientation de la subvention, vous allez regarder le secteur agricole, vous allez voir, c'est massif. C'est massif, mais c'est mal fait. C'est mal fait, donc on a besoin de travailler sur ça. Sur le secteur financier, la transition financière, elle est appelée de tous ses voeux depuis 20 ans. Mais on a un secteur bancaire public qui est énorme. Archaïque. Énorme. Archaïque, il commence à changer, mais oui, il y a beaucoup d'archaïsme dedans. Quelques secteurs, quelques banques privées internationales qui activent et qui apportent un souffle de modernité. Le pire dans tout ça, c'est le secteur des assurances, qui est, lui est archaïque. Il est archaïque, oui. Tant au niveau des prix que au niveau des produits qu'il offre. Ça, la transition financière est une transition sur laquelle il y a beaucoup de problèmes et on n'arrive pas réellement à avoir une vision claire là-dessus. Maintenant, si on veut revenir à la question identifier 2 ou 3 transitions qui sont fondamentales, la transition politique, elle doit réellement... on ne va pas dire s'achever, parce qu'on en sera toujours, on va continuer, c'est un long processus, mais il y a des éléments dans la transition politique qui doivent impérativement
entrer en action. Ça sera le déclencheur de la nouvelle Algérie, pour moi. C'est celui de donner plus de liberté aux citoyens au niveau liberté de presse, qu'il y ait des radios privées dans toutes les wilayas, que chaque wilaya a sa radio privée. On n'a pas besoin uniquement d'avoir des radios publiques. Laissez les radios privées, ça va dynamiser les régions, ça va leur donner une dimension économique différente. Qu'il y ait des c'est depuis une vingtaine d'années que ce débat est tenu. Oui, d'accord, mais il faut le répéter. Il faut le répéter pour qu'un jour ça change. Qu'il y ait des médias un peu plus indépendants, qu'on donne un peu plus de latitude à la société civile afin qu'elle puisse, à nouveau, je l'avais dit, être dans une logique de débat contradictoire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir ou de casser ou de détruire ou de s'acharner. Il s'agit de laisser les gens exprimer, débattre de sujets qui sont parfois importants. Le financier, la transition financière, elle doit impérativement arriver. On ne peut pas avoir des secteurs qui soient aussi moribonds, parce qu'on a besoin de ça pour financer le troisième, et après je voudrais terminer par un point, le troisième qui est technologique, donc tout ce qui concerne l'IA, tout ce qui concerne les startups, etc., c'est pris en charge, mais c'est toujours dans une logique de... Il n'y a pas de vision précise autour de cela. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est l'eau. Sans eau, je pense vous l'avoir dit déjà, sans eau, pas de pétrole. Sans eau, pas de data center. Sans eau, pas d'agriculture. Sans eau, pas de vie. Et cet éveil chez vous sur l'eau, depuis des années, je n'arrive pas à comprendre, s'il m'arrivait un jour, j'espère que non, à être aux commandes d'un quelconque département suffisamment haut pour pouvoir avoir la latitude sur l'eau, c'est une priorité. J'enseignerai dans toutes les écoles et les universités la problématique de l'eau. Parce que l'eau est l'élément fondamental. Il n'y a pas de pétrole, tu exportes rien si tu n'as pas d'eau. Tu vends rien, fruits et légumes, si tu n'as pas d'eau. Tu n'as pas d'élevage si tu n'as pas d'eau, etc. Vous avez dans votre parcours, d'abord vous êtes de formation ingénieur informatique, et puis vous avez une passion pour l'IA, et j'ai dû le constater moi-même, vous l'utilisez dans votre travail de prospective, de plein d'éléments. Ces éléments-là, qu'est-ce qu'elles vont faire Oui, j'aime ce qu'on appelle, je ne vais pas utiliser l'anglicisme, quand il y a une nouvelle technologie qui sort ou un nouveau produit avec plein de nouvelles options, etc., je fais partie de ceux qui adorent tester. Donc je prends le truc, je regarde, je teste, que ce soit un aspirateur, une machine à laver, une cuisinière, un ordinateur, même la voiture avec toutes les options. J'aime bien regarder comment ça fonctionne et j'essaie de les pousser au maximum. L'IA, évidemment, elle faisait partie de mon cœur de métier à ma sortie universitaire. Je l'ai pratiqué sous forme juste de mémoire de fin d'études il y a 40 ans, mais c'était les prémices de l'IA. Aujourd'hui, je vois où ça en est. J'ai moi-même, bien qu'ayant eu un parcours d'ingénieur, il y a de la complexité qui me dépasse et j'aime beaucoup. Et ce qu'apporte l'IA est très intéressant. C'est que cette dimension va bousculer complètement le monde, et c'est déjà en cours. Je lisais hier d'ailleurs un ouvrage écrit par un Tunisien qui a créé la fameuse société qui s'appelle Instadeep. C'est la première société africaine qui a fait une levée de fonds gigantesque, très très intéressant. Le livre, et qui permettait, Le saut décisif. Oui, le saut décisif, exactement, qui permettait de montrer comment l'IA va exclure, va disqualifier complètement les pays à faible coût de main-d'œuvre, les pays qui se vendaient comme étant « venez chez nous, faible coût de main-d'œuvre et fiscalité ». Tout ça, c'est disqualifié. C'est la productivité, l'efficacité qui sont véritablement à la manœuvre. Là, oui. On voit que vous êtes un passionné d'idées, même si... je suis un passionné du Maghreb, je suis un passionné d'Algérie, parce que je pense que l'Algérie est le pays qui devrait s'asseoir avec sa population et lui dire « Allez,
qu'est-ce qu'on va faire dans les 50 prochaines années. Ce n'est pas des petits rapports qu'on fait, qu'on produit, X, Y, mes amis ou autres. Ce n'est pas comme ça. Il faut véritablement une volonté politique forte, un leadership fort qui rassemble et qui dise « venez ». On parle tous ensemble parce que l'Algérie est importante pour l'Afrique, pour le Maghreb et pour la Méditerranée occidentale. Vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé le temps de l'émission. Ah bon, je m'arrête. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir décrypté la situation algérienne avec des éléments intéressants qui sont à suivre. Ça va permettre de disqualifier pourquoi l'Algérie. Ah tiens, voilà, maintenant on commence à comprendre. Voilà, merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.